Rafael Maldonado est comportementaliste, chercheur à l'Université Pompeu Fabra de Barcelone. Son domaine d'étude, les dépendances aux drogues et particulièrement au cannabis. Un comportementaliste est un chercheur qui essaye d'étudier les comportements des animaux afin de trouver des modèles qui pourraient être extrapolés au comportement humain. Nous avons ici un modèle d'anxiété qui s'appelle la boîte blanche et noire. Et ce modèle consiste à mettre la souris dans un petit labyrinthe qui a une boîte, un compartiment noir communiqué par un petit couloir avec un compartiment blanc qui est beaucoup plus grand et qui est très éclairé. Donc l'animal va préférer, par des questions éthologiques, il va préférer les compartiments noirs. Il va être beaucoup plus sûr dans les compartiments noirs et il va avoir peur, il ne va pas se trouver bien dans les compartiments blancs. Mais cependant, l'animal il a une curiosité très grande. Donc l'animal, même s'il a peur du compartiment blanc, il va explorer ces compartiments à cause de cette curiosité. La souris commence à regarder un peu les compartiments dans lesquels elle a une très grande curiosité, mais elle a quand même peur. Toujours, elle explore, elle a peur et elle n'arrive pas à visiter les compartiments blancs. Et ça, on le voit quand on travaille sur les animaux, c'est effrayant, si je puis dire. Et la conséquence de cette baisse d'oxygénation, là je fais le scientifique pur et dur. Jean-Paul Tassin est neuropharmacologue, professeur au Collège de France. Contrairement à son confrère de Barcelone, il n'étudie pas les comportements, mais le rôle des neurotransmetteurs dans le fonctionnement du cerveau. Rafael Maldonado travaille sur les effets des substances. Jean-Paul Tassin, lui, sur les mécanismes de leurs actions. Qu'est-ce que c'est que la neuropharmacologie? C'est une science qui consiste à essayer de comprendre, en utilisant des produits chimiques, des molécules pharmaceutiques, comment fonctionne le système nerveux central, comment le cerveau fonctionne. Donc on prend des animaux, on leur injecte un certain nombre de produits et on regarde comment ils réagissent. Le cannabis, c'est un produit, enfin c'est une plante le cannabis au départ, mais dans cette plante il y a un certain nombre de molécules. Et dans ces molécules, parmi ces molécules, il y en a quelques-unes qui interviennent sur le cerveau. Et cette intervention, elle nous intéresse parce qu'on cherche à comprendre comment, en intervenant sur le cerveau de façon pharmacologique, on modifie l'état de conscience de la personne qui prend le fameux cannabis ou qui prend la molécule contenue dans la plante qu'est le cannabis. La molécule psychoactive du cannabis, c'est le THC, tétrahydrocannabinol. Comment le cerveau d'un mammifère peut-il contenir des récepteurs à une molécule issue du monde végétal? Cette rencontre est le fruit d'une incroyable coïncidence. Il y avait une chance sur 14 milliards pour qu'elle se produise. Et pourtant, elle a eu lieu. Une clé végétale a trouvé sa serrure animale. Ici, ce que l'on voit, c'est une coupe de cerveau de rat qui est prise en coupe sagittale, avec ici la partie avant et ici la partie arrière. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a des zones noires, et ces zones noires correspondent à des densités de récepteurs au tétrahydrocannabinoïdes. Alors vous voyez évidemment que dans le cervelet, il y a une densité de récepteurs au tétrahydrocannabinol qui est très importante, et on peut comprendre que ce produit va intervenir sur l'équilibre, puisque le cervelet intervient sur l'équilibre. Ici, vous avez l'hippocampe qui intervient sur la mémoire. Ici, vous avez la substance noire qui va intervenir sur les phénomènes précisément de dépendance et de satisfaction. Et puis, vous avez encore le cortex, en particulier le cortex préfrontal, qui est bien marqué et qui, lui, intervient vraisemblablement sur la mémoire de travail. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de zones du cerveau qui ont des récepteurs au tétrahydrocannabinol, au cannabis, et par conséquent qu'il y a beaucoup de fonctions qui vont être modifiées par la prise de cannabis. Le cannabis induit des réponses très nettes dans ces modèles d'anxiété. Par exemple, une dose faible de cannabis est capable d'induire des effets anxiolytiques. Ça veut dire que l'animal va explorer plus le compartiment blanc.
Par contre, une dose élevée de cannabis va induire justement les effets opposés. Ça veut dire un effet anxiogénique, une augmentation de l'anxiété. À une dose forte, l'animal va rester tout le temps dans les compartiments noirs parce qu'il va augmenter son degré d'anxiété. Nous, on étudie quels sont les mécanismes neurobiologiques qui sont responsables des phénomènes de dépendance aux drogues. Comme vous savez bien, il y a certaines drogues qui vont induire un état de dépendance, avec toutes les composantes qui sont intégrées dans la dépendance, composante physique, composante psychologique, qui est beaucoup plus importante. Comprendre les mécanismes neurobiologiques de dépendance aux drogues, que ce soit le cannabis ou d'autres substances, c'est bien la question centrale. La dépendance physique, c'est la conséquence d'une modification qui existe chez tous les individus lorsque l'on leur donne un produit. On vous donne un produit, vous réagissez à ce produit et votre organisme réagit à ce produit, c'est-à-dire qu'il se modifie. Si on vous donne régulièrement ce produit de façon répétée, progressivement votre organisme se modifie de plus en plus, et si brutalement vous arrêtez de recevoir ce produit, ou vous ne le prenez plus, votre organisme a été modifié, et il se retrouve en manque du produit auquel il s'était adapté. Et ça, c'est un phénomène qu'on appelle la dépendance physique, auquel tout individu est soumis, et qui va durer, en gros, quelques jours, de 4 à 10 jours. C'est-à-dire, au bout de 4 à 10 jours, qui que vous soyez, si vous avez une dépendance physique, elle va disparaître parce que l'organisme va se réadapter au fait qu'il n'a plus le produit. Cette souris, donc, elle est en sévrage des cannabinoïdes, elle ne se trouve pas bien. La coordination motrice, elle n'est pas très bonne. On peut remarquer quand elle marche, qu'elle ne marche pas, voilà, comme une souris normale. On voit très bien qu'elle marche comme si ça serait une souris ivre, disons. Les modèles qu'on utilise pour induire de la dépendance physique chez la souris, ils sont extrêmement loin de la situation chez l'homme. Chez la souris, on utilise d'habitude une dose qui est à peu près 1000 fois la dose d'un joint, à peu près. Et on est obligé d'administrer cette dose les matins et les soirs pendant 6 jours. Et après, on fait une administration d'un antagoniste. Vous pouvez très bien comprendre que ça, c'est une situation extrêmement différente à la situation chez l'homme. Si nous voulons étudier ces processus de dépendance, pour le cannabis, pour le tétrahydrocannabinol, qui est la molécule contenue dans le cannabis, eh bien, nous allons avoir des résultats expérimentaux très faibles et insuffisants pour pouvoir vraiment progresser dans notre compréhension des mécanismes de pharmacodépendance. Alors, je ne vous dirais pas la même chose si j'utilisais, ce qui est le cas, des amphétamines, ou bien de la cocaïne, ou bien de l'héroïne, ou bien de la morphine. En ce qui concerne la dépendance au cannabis, il n'y a pratiquement pas de dépendance physique, sauf pour des gens qui prennent des doses extrêmement importantes. Donc, en gros, pas de problème de dépendance physique. Il n'y a pas de dépendance physique aux cannabinoïdes. Ça ne veut pas dire que les cannabinoïdes, ils n'induisent pas une dépendance psychologique. Là, tout le monde en est d'accord. La grande question demeure donc celle de la dépendance psychologique, celle qui met en jeu les mécanismes du plaisir. Dans cette boîte, la souris est reliée par une perfusion à une seringue contenant la substance cannabinoïde. Elle s'administre elle-même une dose en enfonçant son museau dans un orifice sur le côté de la boîte. Notre cerveau, dès la naissance, apprend à repérer des signaux qui vont nous apporter une récompense. Donc lorsque vous prenez une drogue, quelle qu'elle soit, si elle vous donne cette récompense, et en principe si c'est une drogue, elle vous donne la récompense, votre cerveau apprend inconsciemment, sans que vous en ayez le pouvoir de le contrôler, il apprend à repérer tout ce qui a précédé, et éventuellement tout ce qui a entouré cette prise de drogue. Et du coup, il va rechercher, à chaque fois qu'il y aura le signal, il va rechercher, il va attendre la récompense. Et si pour une raison quelconque, le signal
de la récompense apparaît, mais que la récompense n'est pas là, à ce moment-là, il y a souffrance et il y a ce qu'on appelle la dépendance psychique. Dans le cas du cannabis, on estime qu'environ 10% des consommateurs réguliers risquent d'avoir une dépendance psychique. Devant les difficultés à extrapoler chez l'homme les résultats obtenus sur des souris, la question de la dépendance psychique aux drogues reste énigmatique. Peut-être les chercheurs trouveront-ils un jour une pilule qui la fera disparaître, à moins que nous n'en devenions aussi dépendants.